3 pauvres triplés venus faire le ménage à la place de leur mère malade. Le PDG millionnaire les découvre et reste sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La berline noire semblait complètement déplacée dans l'allée circulaire du manoir des Reynolds. Emma Mitchell coupa le moteur et agrippa le volant, ses jointures blanchies sur le cuir usé. « C'est une très mauvaise idée », murmura-t-elle en contemplant la façade en calcaire qui s'étendait sur tout son champ de vision. « On devrait simplement appeler et expliquer. » Et après, lança Olivia depuis la banquette arrière, sortant déjà les produits de nettoyage du sac de travail élimé de leur mère. « Maman a besoin de ce travail. Les factures de l'hôpital ne vont pas se payer toutes seules. » Sarah, la triplée du milieu à 7 minutes d'intervalle, posa sa main sur l'épaule d'Emma. « Maman compte sur nous. On a promis. » Les triplés Mitchell avaient fait de nombreuses promesses au cours de leurs 25 années d'existence, à leur père avant sa mort en Afghanistan quand elles avaient 12 ans, l'une à l'autre à travers les foyers d'accueil lorsque leur mère avait eu sa première dépression, et maintenant à Margaret Mitchell, alitée à l'hôpital du comté avec une pneumonie qui était devenue dangereuse parce qu'elle avait travaillé 3 semaines d'affilée sans repos. On se serre les coudes, acquiesça Emma en ouvrant enfin la portière de la voiture. Comme toujours. L'entrée de service du manoir se dressait devant elle, une lourde porte en bois qui semblait les juger avant même qu'elle n'ait frappé. Le jardinier les avait laissés passer le portail en jetant à peine un coup d'œil à leurs papiers, supposant qu'une femme avec du matériel de nettoyage en valait une autre. « Rappelez-vous ce que maman a dit », chuchota Sarah alors qu'elle se regroupait. « Monsieur Reynolds n'est jamais à la maison le mardi. On nettoie juste son bureau, le rez-de-chaussée, et on s'en va. » Emma redressa les épaules. « On a nettoyé plein de maisons. C'est juste que les produits sont plus sophistiqués cette fois. » Elles entrèrent en utilisant le code que leur mère leur avait donné, marchant sur la pointe des pieds dans une cuisine plus grande que leur appartement entier. Les comptoirs en marbre brillaient sous l'éclairage encastré, et Emma surprit Olivia en train de lorgner la machine à expresso professionnelle. « N'y pense même pas », l'avertit Emma. « On est ici pour nettoyer, pas pour fouiner. » Elles se séparèrent avec une efficacité bien rodée. Sarah s'occupa des pièces à vivre, Olivia des salles de bain, et Emma se dirigea vers le bureau. Leur mère avait insisté sur le fait que M. Reynolds était très méticuleux concernant son bureau. Tout devait être dépoussiéré, mais laissé exactement à sa place. Emma poussa la lourde porte en chêne et eut le souffle coupé. Des bibliothèques allant du sol au plafond tapissaient 3 des murs, tandis que le 4e était une baie vitrée donnant sur les collines ondoyantes du Connecticut. Un bureau massif dominait le centre de la pièce, des papiers disposés en piles précises. Elle s'approcha prudemment, le plumeau tremblant légèrement dans sa main. La photo attira immédiatement son regard. Un cadre en argent contenant l'image d'une femme souriante aux yeux bienveillants, son bras autour d'une jeune fille d'âge universitaire avec le même sourire chaleureux. Emma reconnaissait la perte quand elle la voyait, cette façon particulière dont les gens plaçaient les photos de ceux qui leur manquaient. « À votre place, je ne toucherai pas à ça. » La voix grave venant de l'embrasure de la porte fit voler le plumeau des mains d'Emma. Elle se retourna vivement pour faire face à un homme grand, aux cheveux sombres parsemés de mèches argentées et aux yeux bleus perçants. William Reynolds se tenait là, les bras croisés, son expression indéchiffrable. « Je suis vraiment désolé, monsieur », balbutia Emma, le cœur battant la chamade. « Nous pensions que vous ne seriez pas à la maison aujourd'hui. » Il haussa un sourcil. « Non !» Comme invoqués par une sorte de télépathie gémellaire, Sarah et Olivia apparurent derrière lui, tout aussi terrifiés. Le regard de William Reynolds passa de l'un à l'autre des 3 visages identiques. La confusion momentanée laissa place à autre chose. De la curiosité. « Vous n'êtes pas Margaret ?» affirma-t-il sèchement. « Non, monsieur. » Emma s'avança. « Je suis Emma Mitchell. Voici mes sœurs, Sarah et Olivia. Notre mère est... Elle est... Elle est malade, intervint Olivia, le menton levé malgré sa peur. Mais elle ne voulait pas perdre ce travail, alors nous sommes venus à sa place. » Les yeux de William se plissèrent, étudiant chaque sœur tour à tour. « Vous êtes venues toutes les 3 pour remplacer une seule personne. » La voix douce de Sarah brisa la tension. « Nous avions promis de ne pas la laisser tomber. Nous n'avons jamais nettoyé une maison comme celle-ci, alors nous avons pensé que... L'union fait la force, » termina William, son expression s'adoucissant de manière presque imperceptible. Il resta silencieux un long moment, et Emma se prépara au pire, être jetée dehors, voir leur mère perdre son emploi,
et avec lui le revenu dont elles avaient désespérément besoin. Au lieu de cela, William Reynolds consulta sa montre et dit quelque chose de complètement inattendu. « Je voudrais vous voir toutes les trois dans la cuisine dans 5 minutes. » Les triplés Mitchell étaient assises raidement sur le bord de tabouret de bar immaculé, le dos droit, tandis que William Reynolds préparait du café avec une précision experte. Le silence de la cuisine n'était rompu que par le doux sifflement de la machine à expresso. « Comment va votre mère ?» demanda finalement William en faisant glisser 3 tasses identiques sur le comptoir en marbre. Emma hésita. « Une pneumonie. Elle est à l'hôpital du comté depuis 3 jours. » Elle ne voulait pas perdre ce travail, ajouta doucement Sarah. Les frais médicaux sont considérables. William hocha la tête, pensif, étudiant les 3 femmes en face de lui. À 25 ans, elles étaient identiques de traits mais distinctes de caractère. Emma, de toute évidence la meneuse, soutenait son regard directement. Le tempérament doux de Sarah adoucissait ses traits identiques, tandis que l'énergie rebelle d'Olivia irradiait à travers la cuisine. « Et que faites-vous, vous trois, quand vous ne vous faites pas passer pour le service de nettoyage de votre mère ?» Olivia se hérissa. « Non. Je suis entre 2 emplois, l'interrompit Emma. Sarah était enseignante à temps partiel et Olivia travaille au restaurant de Maple Street. William s'adossa au comptoir. L'université ? Nous avions des bourses, expliqua Sarah. Mais quand maman est tombée malade la première fois, nous avons dû abandonner, termina Emma. La famille d'abord. Quelque chose traversa le visage de William. Peut-être de la reconnaissance. Il posa sa tasse avec un soin délibéré. J'ai une proposition à vous faire. Les sœurs échangèrent des regards méfiants. Mon adjointe de direction est en congé de maternité. Sa remplaçante temporaire a démissionné hier. J'ai besoin de quelqu'un d'organisé, de discret et de disponible immédiatement. Il marqua une pause. Ou dans ce cas, de 3 personnes. Emma cligna des yeux. Vous voulez nous embaucher comme adjointe ? Un poste, 3 personnes, clarifia William. Vous travailleriez par roulement. Le salaire serait considérablement plus élevé que ce que votre mère gagne en nettoyant des maisons. Olivia plissa les yeux. Pourquoi nous feriez-vous confiance ? Vous ne nous connaissez pas. Le regard de William dériva vers la fenêtre. Votre mère travaille pour moi depuis 7 ans. Elle n'a jamais pris un jour de congé maladie, n'a jamais été en retard, ne s'est jamais plainte de mes exigences particulières pour l'entretien de ma maison. Il se tourna de nouveau vers elle. Et quand elle n'a pas pu venir, ses filles ont tout risqué plutôt que de la laisser tomber. Il fit glisser une carte de visite sur le comptoir. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Soyez à cette adresse demain à 7 heures. Nous ferons un essai d'1 semaine. Si ça fonctionne, nous discuterons d'un arrangement à plus long terme. Après leur départ, serrant la carte comme un ticket d'or, William retourna à son bureau. Il prit le cadre en argent qu'Emma avait regardé, celui de sa défunte épouse Caroline et de leur fille Ellie le jour de sa remise de diplôme. La dernière photo qu'ils avaient prise avant l'accident. Il traça le sourire de Caroline du bout du doigt. « Elle me la rappelle », murmura-t-il dans la pièce vide. Cette même détermination. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. L'identifiant de l'appelant affichait « Princeton Medical Research ». William hésita, puis répondit. Reynolds ? Oui, j'ai reçu l'email. Non, je n'ai pas encore décidé. Il jeta un nouveau coup d'œil à la photographie, sa mâchoire se crispant. Certaines choses sont plus importantes que les affaires, docteur. Même pour moi. Le siège du groupe Reynolds Financial occupait 30 étages d'acier et de verre étincelant dans le centre-ville de Hartford. Emma ajusta son unique blazer, acheté d'occasion et retouché à la hâte durant la nuit, et guida ses sœurs à travers les portes tournantes jusqu'au hall au sol de marbre. « N'oubliez pas, nous sommes professionnels, capables et confiantes », chuchota-t-elle. Et reconnaissante de cette opportunité, ajouta Sarah. « Mais pas désespérée », rétorqua Olivia. « Jamais désespérée. » Le gardien de sécurité les dirigea vers l'ascenseur de la direction. Alors qu'elle montait au 30e étage, Sarah serra la main d'Emma. « Et si on n'y arrive pas ? On ne connaît rien au métier d'adjointe de direction. » Emma lui serra la main en retour. « On a survécu à pire. Et puis, à nous 3, on trouvera bien une solution. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur une réception où une femme d'une 50aine d'années au visage sévère leva les yeux de son bureau. « Les sœurs Mitchell, je présume. »
Ce n'était pas une question. Je suis Vivian Hartley, la chef de cabinet de Monsieur Reynolds. Vous êtes en avance de 7 minutes. Bien. Vivian leur fit faire une visite rapide, leur montrant la salle du conseil, les salles de conférence et enfin, un grand bureau adjacent à celui de William. Ce sera votre espace de travail. Monsieur Reynolds attend de son assistante qu'elle gère son emploi du temps, filtre ses appels, se coordonne avec les chefs de service et s'occupe des affaires personnelles nécessitant de la discrétion. Son expression indiquait clairement qu'elle les trouvait incompétentes. La précédente intérimaire a tenu exactement 4 jours. Monsieur Reynolds peut être exigeant. Nous pouvons gérer l'exigence, dit Olivia. Le sourire crispé de Vivian n'atteignit pas ses yeux. Nous verrons bien. Il est en réunion jusqu'à 9 heures. Je vous suggère de vous familiariser avec les systèmes d'ici là. Après son départ, Emma se tourna vers ses sœurs. Diviser pour mieux régner. Sarah, tu es la meilleure avec les gens. Apprends le système téléphonique et le calendrier. Olivia, tu es la plus rapide avec les ordinateurs. Déchiffre les emails et les dossiers. Je vais passer en revue les projets en cours. À 9 heures, elles avaient acquis une compréhension de base du poste. Quand William arriva, il sembla surpris de les trouver déjà au travail. « Bonjour, Monsieur Reynolds », dirent-elles à l'unisson, ce qui le fit marquer une pause. « Qui reste pour le service du matin ?»« Moi », s'avança Emma. « Nous avons pensé que je travaillerais le matin, Sarah l'après-midi, et Olivia le soir si nécessaire. » William hocha la tête avec approbation. « Intelligent. Suivez-moi. » Dans son bureau, William exposa ses attentes pendant qu'Emma prenait des notes méticuleuses. Le travail était plus complexe que prévu. Il ne s'agissait pas seulement de gérer son emploi du temps, mais de servir de gardienne à l'un des hommes les plus puissants du Connecticut. Une dernière chose, dit William alors qu'Emma se tournait pour partir. Les documents de la fusion Parker doivent être sur mon bureau avant midi. Vivian sait où ils sont. Quand Emma demanda à Vivian les dossiers Parker, le sourire de la femme plus âgée devint prédateur. « Oh, ces documents sont à l'entrepôt externe. Vous devrez prendre un taxi pour traverser la ville. » Elle jeta un coup d'œil à sa montre. « Si vous partez maintenant, vous pourriez être de retour pour midi. » « Pourriez. » Emma reconnut immédiatement le jeu de pouvoir. « Merci, Madame Hartley, répondit-elle d'un ton égal. Mais avant de partir, Monsieur Reynolds m'a demandé de vérifier l'annuaire de l'immeuble. Les archives Reynolds sont-elles toujours au 4e étage ou ont-elles déménagé depuis que ceci a été imprimé ? Le sourire de Vivian vacilla. Elles sont toujours au 4e. 20 minutes plus tard, Emma retourna au bureau de William avec les documents Parker, les ayant trouvés exactement là où elle les soupçonnait, dans la salle des archives de l'immeuble. William leva les yeux, surpris. C'était rapide. Je crois en l'efficacité, Monsieur Reynolds. Pour la première fois, elle vit une véritable approbation dans ses yeux. Ma femme aussi. Alors qu'Emma se tournait pour partir, elle remarqua un journal médical ouvert sur son bureau. Le titre disait « Traitements expérimentaux pour le lymphome agressif, essai de phase 3 ». William referma rapidement le journal, mais pas avant qu'Emma n'ait aperçu un nom surligné, Dr Elizabeth Shen, chercheuse principale. Elle archiva l'information dans un coin de sa tête, se demandant pourquoi le PDG d'un groupe financier faisait des recherches sur les traitements contre le cancer, et pourquoi ses mains tremblaient en le faisant. Le service de l'après-midi de Sarah commença par une crise. La plomberie antique de leur appartement avait finalement cédé, inondant leurs voisins du dessous. L'ultimatum du propriétaire était clair, payer les réparations ou être expulsé. Encore $1000 que nous n'avons pas, murmura Sarah dans son téléphone, caché dans le placard à fournitures pendant sa pause. Comment va maman aujourd'hui ? Pareil, répondit Emma. Le médecin veut faire d'autres tests. Il dit que sa convalescence est plus lente que prévu. Sarah ferma les yeux, luttant contre les larmes. Leurs économies étaient épuisées et les indemnités de congé maladie de leur mère ne couvriraient même pas la moitié de leurs dépenses croissantes. On trouvera une solution, l'assura Emma. On en trouve toujours. Sarah se ressaisit avant de retourner à la suite exécutive. Elle ne laisserait pas tomber ses sœurs. Pas maintenant que ce travail pouvait être leur salut financier. William sortit de son bureau alors qu'elle s'installait au sien. « Sarah », dit-il en guise de salutation avec un hochement de tête. « J'ai la réunion de la Fondation Shen à 15 heures. J'aurai besoin des rapports trimestriels. » Sarah se figea. Emma n'avait mentionné aucun rapport dans leurs notes de passation.
Bien sûr, monsieur Reynolds. Je l'ai préparé. Après qu'il eut disparu dans une salle de conférence, Sarah chercha frénétiquement dans le système informatique. Rien sous Fondation Chen. Elle essaya un rapport trimestriel, sans succès. La panique montant, elle envisagea d'appeler Emma, mais sa fierté l'en empêcha. À la place, elle approcha Vivian, ravalant son appréhension. « Madame Hartley, pourriez-vous m'indiquer où trouver les rapports trimestriels de la Fondation Chen ?» Vivian sourit finement. « Ce n'est pas quelque chose que nous préparons ici. La Fondation Chen est l'œuvre de bienfaisance personnelle de monsieur Reynolds. Il s'occupe lui-même de ses rapports. » Confuse mais soulagée, Sarah retourna à son bureau. Quand William sortit de sa réunion, elle s'approcha de lui. « Monsieur Reynolds, à propos de ces rapports trimestriels, je les ai ici », l'interrompit-il en tapotant sa mallette. « C'est une affaire personnelle. » Il hésita, puis ajouta, « La Fondation Chen était le projet de ma femme. Après sa mort, j'ai continué. Elle finance la recherche médicale. » La révélation personnelle inattendue surprit Sarah. « C'est admirable. C'est nécessaire, » corrigea-t-il, sa voix soudainement distante. « Faites venir la voiture. Je serai au centre médical de Princeton jusqu'au soir. » Après le départ de William, Sarah remarqua un appel entrant de l'hôpital du comté sur la ligne du bureau. Pensant que cela concernait leur mère, elle répondit rapidement. « Groupe Reynolds Financial. Ici le docteur Morris, du service d'oncologie. Je rappelle monsieur Reynolds concernant le patient de la chambre 302. » La confusion de Sarah a dû se transmettre à travers son silence. « Monsieur Reynolds est-il disponible ?» demanda le médecin. « Il est en réunion tout l'après-midi, » improvisa Sarah. « Puis-je prendre un message ? Dites-lui simplement que le traitement se déroule comme prévu, mais que nous surveillons de près les effets secondaires. » Après avoir raccroché, Sarah resta assise, immobile, assimilant ce qu'elle venait d'apprendre. La chambre 302 était juste au bout du couloir de celle de leur mère. Quand Olivia arriva pour le service du soir, Sarah partagea ses découvertes. Il finance la recherche sur le cancer et rend visite à quelqu'un à l'hôpital du comté. Je pense que quelqu'un de proche est malade. Très malade. Les yeux d'Olivia s'écarquillèrent. Le même hôpital que maman ? C'est bizarre. C'est peut-être juste une coïncidence, songea Sarah. Mais il semblait différent quand il a mentionné sa fondation. Presque vulnérable. William Reynolds, vulnérable, ricana Olivia. L'homme vaut des milliards. Les gens comme ça n'ont pas de vrais problèmes. Mais tard ce soir-là, alors qu'Olivia se préparait à partir, William revint, l'air épuisé. Sa prestance habituelle avait diminué. Quand il se crut inobservé, ses épaules s'affaissèrent sous le poids indubitable d'une profonde inquiétude. Le téléphone d'Olivia vibra, un texto d'Emma, la fièvre de maman a grimpé. Les médecins veulent essayer des antibiotiques plus forts. L'assurance a refusé. 4200 $. Alors qu'Olivia fixait le message, William apparut dans l'embrasure de la porte. « Tout va bien ?» demanda-t-il. Olivia leva les yeux, le voyant soudain non plus comme un PDG milliardaire, mais comme un autre être humain portant un fardeau invisible. « Juste des histoires de famille », répondit-elle. « Rien que je ne puisse gérer. » William l'étudia un instant. « Parfois, la chose la plus forte que nous puissions faire est d'accepter de l'aide quand on nous la propose. » « C'est ce que vous faites ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. Son sourire ne contenait aucune once d'humour. « Non. Mais peut-être est-il grand temps que nous apprenions tous les deux cette leçon. » En quittant le bâtiment, Olivia remarqua la voiture de William, toujours dans le parking. Le chauffeur se tenait à côté, l'air préoccupé. « Monsieur Reynolds arrive bientôt ?» demanda-t-elle. Le chauffeur secoua la tête. Il a annulé. Il a dit qu'il allait à l'hôpital à la place. Emma arriva tôt le lendemain matin et trouva William déjà dans son bureau, portant les mêmes vêtements que la veille. Les cernes sous ses yeux suggéraient qu'il n'avait pas dormi. « Un café ?» dit-il en guise de salut, et reprogrammé tout avant midi. En allant chercher son café, Emma surprit une conversation de Vivian au téléphone. « Il a encore passé toute la nuit à l'hôpital. Ça ne peut pas continuer. Le conseil d'administration remet déjà en question sa concentration. » Une pause. « Bien sûr que je me soucie d'Ellie. Mais... » Vivian aperçut Emma et mit fin brusquement à son appel. Plus tard, en livrant des rapports au bureau de William, elle remarqua un dossier médical partiellement caché sous des états financiers.
L'onglet indiquait « Reynolds, Eliana ». Stade 4. Eliana, la fille de la photo. L'interphone sonna. Monsieur Reynolds, les membres du conseil sont réunis dans la salle de conférence. William ajusta sa cravate, son masque de PDG se remettant en place. Cette réunion pourrait durer. Commander le déjeuner pour tout le monde. Alors qu'Emma s'occupait de la commande du déjeuner, son téléphone sonna. L'hôpital du comté. Sa mère avait développé des complications et avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate. Le coût, 12 000 $, dont la plupart n'étaient pas couverts par l'assurance. Emma se réfugia dans la cage d'escalier vide, la panique la submergeant. Même avec leur nouveau salaire, elle ne pouvait pas réunir une telle somme en si peu de temps. Quand elle retourna à son bureau, elle trouva une enveloppe scellée avec son nom écrit d'une écriture élégante. À l'intérieur se trouvait un chèque de 15 000 $ et une note, pour les soins de votre mère. Pas de la charité, une avance. Stupéfaite, Emma regarda vers la salle de conférence où William était assis avec le conseil, apparemment concentré sur la présentation. Mais comment avait-il su? La réponse vint quand elle aperçut Sarah entrer dans le bâtiment. Leurs horaires décalés faisaient qu'elles ne s'étaient pas croisées depuis des jours. « As-tu parlé à monsieur Reynolds de l'opération de maman ?» demanda Emma. Sarah secoua la tête. « Je ne lui ai pas du tout parlé de maman. » Alors comment savait-il qu'elle avait besoin d'une opération et le montant exact? Sarah hésita. « Emma, je crois que sa fille est à l'hôpital du comté, dans le service d'oncologie. » Eliana, murmura Emma, le nom du dossier prenant soudain tout son sens. Elle a un cancer de stade 4. La porte de la salle de conférence s'ouvrit et les membres du conseil sortirent. William resta à l'intérieur, rejoint par Vivian et un homme plus âgé qu'Emma reconnut dans les publications économiques comme étant James Harrington, le président du conseil. À travers les parois vitrées, elle pouvait voir leurs discussions animées. Le comportement normalement contrôlé de William s'était fissuré, ses gestes inhabituellement vifs. Il s'agit des essais de Princeton, chuchota Sarah. Le traitement expérimental pour sa fille. Comment le sais-tu? Parce que j'ai fait des recherches depuis que j'ai pris cet appel. C'est une nouvelle immunothérapie pour le lymphome avancé. Incroyablement chère et non couverte par les assurances. La fondation Shen finance la recherche, mais le conseil contrôle les dons de l'entreprise. Emma regarda William frapper la table de la main. Il refuse de débloquer les fonds, réalisa-t-elle. James Harrington sortit en trombe, passant devant leur bureau sans un regard. Vivian le suivit, l'air troublé. La charité familiale, c'est une chose, marmonna-t-elle pour elle-même, risquer la stabilité de l'entreprise en est une autre. William sortit en dernier, son sang-froid retrouvé mais ses yeux brûlants d'une fureur tranquille. Annulez mon après-midi, ordonna-t-il à Emma, et trouvez tout ce que vous pouvez sur le registre de vote de James Harrington au comité philanthropique des 5 dernières années. Alors que William disparaissait dans son ascenseur privé, Emma et Sarah échangèrent des regards lourds de sens. Il se bat pour sa fille, dit doucement Sarah. Emma toucha le chèque dans sa poche, le montant exact dont leur mère avait besoin. Et maintenant, nous allons l'aider. Olivia arpentait le couloir de l'hôpital, observant par la fenêtre d'observation sa mère dormir paisiblement après son opération. L'intervention avait été un succès, un miracle rendu possible par l'avance opportune de William Reynolds. Vous lui ressemblez. Olivia se tourna pour trouver William debout à proximité, son attention portée sur une autre chambre de l'autre côté du couloir, la chambre 302. À travers sa fenêtre, Olivia aperçut une jeune femme, peut-être de 22 ans, la tête enveloppée dans un foulard coloré, le visage émacié mais indubitablement semblable à la jeune fille de la photo encadrée de William. « Votre fille ?» demanda doucement Olivia. William hocha la tête. « Eliana. Ellie. » Sa voix était empreinte d'une tendresse qu'Olivia n'avait jamais entendue au bureau. Diagnostiquée il y a 14 mois. Les traitements standards ont échoué. Ce protocole expérimental est sa dernière chance. « Je suis désolée, » dit Olivia, sincèrement. « Tes sœurs ont compris, n'est-ce pas ?» demanda William. « C'est pourquoi tu n'es pas surprise de me voir ici. »« Ce sont elles les intelligentes, » admit Olivia. « Moi, je suis juste l'obstiné. » William esquissa un sourire. L'obstination a ses avantages. C'est ce qui a permis à Ellie de continuer à se battre quand les médecins disaient de se préparer au pire. Ils restèrent dans un silence complice, deux personnes unies dans leur veille pour leurs proches. « Pourquoi nous avez-vous aidés ?» demanda finalement Olivia.
Vous nous connaissez à peine. Le regard de William resta fixé sur sa fille. Parce qu'il y a 17 ans, quand ma femme a été diagnostiquée, nous n'avions pas d'argent, pas d'assurance, et 3 emplois à nous deux. Une inconnue nous a aidés à l'époque. Je ne l'ai jamais oublié. Olivia digéra cette révélation. Vous n'avez pas toujours été riche. Non, la richesse est venue plus tard, après. Il laissa sa phrase en suspens. Caroline a fondé la Fondation Shen avant de mourir, du nom du médecin qui nous a donné ces années supplémentaires ensemble. Elle m'a fait promettre d'aider les autres confrontés à des choix impossibles entre traitement et ruine financière. L'ascenseur sonna et James Harrington en sortit, son visage s'assombrissant à la vue de William. Je pensais bien te trouver ici au lieu d'être à la réunion d'urgence du conseil, dit froidement Harrington. Le vote a eu lieu sans toi. L'entreprise ne financera pas de traitement non éprouvé, quelles que soient les considérations personnelles. L'expression de William se durcit. Vous n'en aviez pas le droit. Nous en avions tout à fait le droit, l'interrompit Harrington. Le groupe Reynolds Financial n'est pas ton compte en banque personnelle. Le conseil a une responsabilité envers les actionnaires. La Fondation Shen n'a jamais touché un centime de l'argent de l'entreprise, répliqua William, sa voix dangereusement calme. Jusqu'à présent, elle a été entièrement financée par mes comptes personnels. Qui sont presque épuisés, rétorqua Harrington. Ne crois pas que nous n'avons pas remarqué les actifs que tu as liquidés. Tu risques ton poste, la stabilité de l'entreprise, ton avenir, pour un traitement avec un taux de réussite de 17%. Je risquerais tout, même pour une chance de 1%, dit simplement William. Harrington secoua la tête. Le conseil a perdu confiance en ton jugement. Nous invoquons l'article 7. La couleur quitta le visage de William. Vous me destituez de mon poste de PDG ? Temporairement, clarifia Harrington. Un congé de 3 mois, pour ton propre bien, William. Après le départ d'Harrington, William resta immobile, le poids de ce qui venait de se passer s'abattant sur lui. Que adviendra-t-il du traitement d'Ellie ? Demanda Olivia. Sans le soutien de la fondation, l'essai se poursuivra, mais la participation d'Ellie ? Il déglutit difficilement. Il me reste quelques actifs personnels. Ce sera peut-être suffisant. Olivia le regarda lutter pour maintenir son sang-froid. Ce n'était pas le PDG autoritaire qu'elle avait rencontré au début, mais un père confronté à sa pire crainte. Elle prit une décision. « Monsieur Reynolds, dit-elle fermement, je crois qu'il est temps que vous rencontriez mes sœurs comme il se doit. Nous tout ensemble. » William parut perplexe. « Pourquoi ?» Olivia sourit sombrement. Parce que lorsque les triplés Mitchell se mettent à réfléchir ensemble, les problèmes impossibles ont tendance à devenir possibles. Alors qu'il se dirigeait vers la chambre de sa mère, Olivia ajouta, « Et puis, nous vous devons une dette maintenant. Et les Mitchell paient toujours leurs dettes. » William s'arrêta brusquement. « Mitchell, répéta-t-il, comme si une lueur de reconnaissance se faisait jour dans ses yeux. Le nom de votre mère est Margaret Mitchell. » Oui, confirma Olivia, confuse par sa réaction. Pourquoi ? William la dévisagea comme s'il voyait un fantôme. Parce qu'il y a 17 ans, l'inconnue qui a aidé ma famille était une infirmière du nom de Margaret Mitchell. La cafétéria de l'hôpital bourdonnait sous les néons et les conversations feutrées tandis que William rejoignait les triplés Mitchell à une table d'angle. La chambre de convalescence de Margaret était devenue leur quartier général improvisé, leur mère dérivant entre sommeil médicamenteux et conscience pendant qu'elle complotait. « Ce ne peut pas être une coïncidence », dit Emma en étalant les notes qu'elles avaient rassemblées. « Maman n'a jamais mentionné avoir aidé votre famille. » William remua son café intact. C'était une période difficile. Caroline, ma femme, a été diagnostiquée avec le même lymphome agressif qu'Ellie. Nous vivions d'un salaire à l'autre. Je terminais mon MBA tout en travaillant la nuit comme agent de sécurité. Et maman était infirmière à Princeton, compléta Sarah, reliant les pièces du puzzle. Elle faisait des doubles gardes en oncologie. C'est exact, confirma William. Quand l'assurance de Caroline a refusé de couvrir un traitement expérimental, votre mère ? Sa voix vacilla, elle a organisé une collecte de fonds anonyme parmi le personnel de l'hôpital. Elle a couvert ce que nous ne pouvions pas réunir. Ce traitement a donné 5 années de plus à Caroline. Assez de temps pour voir Ellie commencer le lycée. Assez de temps pour que je construise Reynolds Financial à partir de rien. Olivia se pencha en avant. Mais vous n'avez jamais su que c'était spécifiquement maman ?
Je connaissais son nom. J'ai essayé de la rembourser une fois que j'en ai eu les moyens, mais elle avait été transférée à l'hôpital du comté. J'ai perdu sa trace. L'expression de William s'assombrit. Jusqu'à ce que j'engage une certaine Margaret Mitchell comme gouvernante il y a 7 ans. Le nom m'a interpellé, mais elle avait l'air différente. La vie avait été dure avec elle, et elle n'a jamais mentionné notre lien passé. Maman ne l'aurait pas fait, dit doucement Sarah. Elle ne parle jamais des gens qu'elle aide. La révélation flotta entre eux, 2 familles liées par des actes de gentillesse, faisant maintenant face à des batailles similaires à 17 ans d'intervalle. Rien de tout cela ne résout notre problème immédiat, redirigea pragmatiquement Emma. Le conseil vous a mis sur la touche, et Ellie a besoin de ce traitement. La mâchoire de William se crispa. Harrington attendait cette opportunité depuis des années. Il s'est opposé à la fusion qui a quadruplé notre part de marché, qualifiant mon leadership d'imprudemment innovant. Il ne s'agit pas seulement du traitement d'Ellie. Il s'agit de l'âme de l'entreprise que Caroline et moi avons bâtie. Alors nous nous battrons sur les 2 fronts, décida Emma. Pour Ellie et pour votre entreprise. Comment ? Demanda William. Je suis légalement écarté des opérations pendant 3 mois. D'ici là, il ne termina pas sa phrase. D'ici là, Ellie n'aurait peut-être plus 3 mois. Nous avons besoin d'un levier, dit Olivia, ses années d'intelligence de la rue refaisant surface. Quelque chose qu'Harrington veut ou craint. Sarah, qui avait discrètement examiné les documents de l'entreprise qu'elles avaient rassemblés, leva soudain les yeux. Je crois que j'ai trouvé quelque chose, dit-elle en surlignant une section du procès-verbal du conseil datant de 2 ans. Harrington s'est battu contre le financement de la fondation Shen depuis le début, bien avant qu'Ellie ne tombe malade. Son objection semble personnelle. William fronça les sourcils. James et moi avons eu nos différends, mais rien qui n'explique ce niveau d'obstruction. Alors nous creusons plus profond, décida Emma. À partir de maintenant. Alors qu'ils esquissaient leur plan, William étudiait les 3 femmes déterminées devant lui. À leur manière, chacune reflétait les qualités de leur mère, la compassion qui avait sauvé sa famille une fois auparavant. Margaret s'agita dans son lit d'hôpital, ses yeux papillonnants. Willie Reynolds, murmura-t-elle, la reconnaissance perçant à travers le brouillard des médicaments. Tu as finalement réussi. William s'approcha d'elle, lui serrant la main frêle. Grâce à toi, Margaret. Elle sourit faiblement. J'ai toujours su que tu y arriverais. C'est pour ça que j'ai aidé. Certaines personnes ont juste besoin d'une chance de se battre. Ces mots restèrent en suspens dans l'air longtemps après qu'elle se fût rendormie. Un défi et une bénédiction. Dehors, dans le couloir, William passa un appel. Laurence, c'est Reynolds. Vous vous souvenez de ce plan d'urgence dont nous avons discuté ? Mettez-le en œuvre immédiatement. Il marqua une pause, observant les sœurs Mitchell par la fenêtre alors qu'elles continuaient à élaborer leur stratégie. Et ajoutait 3 noms à la liste d'autorisation d'urgence, Emma, Sarah et Olivia Mitchell. Quand il les rejoignit, son expression était passée de la défaite à la détermination. Harrington pense qu'il a gagné, dit William. Mais il a oublié la première règle que j'ai établie chez Reynolds Financial. Laquelle ? Demanda Emma. Le sourire de William ne contenait aucune chaleur. Ne jamais parier contre un parent qui se bat pour son enfant. L'appartement des Mitchell devint leur centre de commandement au cours des 48 heures suivantes. Malgré l'amélioration de l'état de leur mère, les sœurs se relayaient à l'hôpital, à la fois pour Margaret et pour prendre des nouvelles d'Ellie, qui s'était rapidement attachée à elle. Papa dit que vous l'aidez avec un problème de travail, mentionna Ellie à Sarah lors d'une visite l'après-midi. Ses doigts fins disposaient des pièces d'échecs sur un plateau de voyage. Ça doit être sérieux. Il n'apporte jamais de travail à l'hôpital. Sarah déplaça prudemment un cavalier. C'est de la politique de bureau compliquée. Ellie ricana, le son incongrument juvénile pour son corps frêle. Harrington, c'est ça ? Papa est trop gentil pour le dire, mais cet homme lui en veut depuis des années. Elle prit le cavalier de Sarah d'un mouvement précis. Depuis la mort de maman. L'attention de Sarah s'aiguisa. Que veux-tu dire ? Ellie haussa les épaules, puis grimaça à cause du mouvement. Ils étaient amis autrefois. Maman, papa et Harrington. Avant ma naissance. Papa n'en parle pas, mais j'ai trouvé de vieilles photos. Ses yeux, si semblables à ceux de William, contenaient une sagesse qui dépassait son âge. 3 personnes aussi proches. Quelque chose s'est passé. De retour à l'appartement,
Sarah partagea cette révélation avec ses sœurs et William. Ellie a raison, admit William, arpentant leur petit salon. James, Caroline et moi étions inséparables à l'école de commerce. Caroline et moi sortions ensemble, mais James? Il hésita. James était aussi amoureux d'elle. Laissez-moi deviner, intervint Olivia. Elle vous a choisi. William hocha la tête. Nous sommes tous restés amis. James a même été mon témoin. Mais quand Caroline est tombée malade la première fois, quelque chose a changé. Il est devenu obsédé par la recherche de traitements pour elle, de thérapies alternatives, n'importe quoi. Quand elle s'est rétablie temporairement, il s'est attribué le mérite de nous avoir mis en contact avec des spécialistes. Et quand elle est finalement morte? Demanda doucement Emma. Il m'a blâmé, dit simplement William. Il a dit que j'avais choisi une voie de traitement plus risquée que celle qu'il avait recommandée. Nous ne nous sommes pas parlé pendant des années après ça. Quand il a rejoint Reynolds Financial, c'était strictement professionnel entre nous. Emma digéra cette information. Donc son opposition à la fondation Shen est personnelle. C'est exact, confirma William. Il la voit comme l'héritage de Caroline, quelque chose qu'il devrait contrôler. Et maintenant Ellie a le même cancer, réalisa Sarah. Il ne s'agit pas seulement de l'entreprise pour lui. Il s'agit de réécrire le passé. Le téléphone de William sonna, un message entrant. Il le lut, son expression s'assombrissant. Laurence ne peut pas accéder au fonds d'urgence. Harrington a changé les protocoles de sécurité. Emma passa en revue leurs options qui s'amenuisaient. Nous devons aborder cela différemment. Harrington ne s'oppose pas seulement à vous. Il essaie de sauver Ellie à sa manière, de prouver qu'il avait raison il y a 17 ans. Ce qui signifie, ajouta Olivia, qu'il pourrait avoir un plan de traitement alternatif en tête. Mais les médecins d'Ellie disent que cet essai est sa meilleure option, objecta William. Sarah, qui avait discrètement examiné des revues médicales sur son ordinateur portable, leva les yeux. Il y a un autre essai à la Mayo Clinic. Approche différente, taux de réussite légèrement inférieur, mais financement établi. Ce doit être le plan d'Harrington, conclut Emma. Il bloque l'essai de Princeton non pas pour nuire à Ellie, mais pour forcer un transfert à la Mayo, où ses conseils, et non les vôtres, détermineraient ses soins, termina Olivia. William s'assit lourdement sur leur canapé usé, le poids de la prise de conscience l'écrasant. Il ne s'agit pas d'argent ou de gouvernance d'entreprise. Il s'agit de Caroline. Il a toujours été question de Caroline. Alors nous utilisons ça, décida Emma, un plan se formant. Si les motivations d'Harrington sont personnelles plutôt que professionnelles, nous devons séparer ces champs de bataille. Dehors, les lumières de Hartford scintillaient alors que le soir tombait, la tour Reynolds Financial dominant l'horizon. Dans sa chambre d'hôpital à l'autre bout de la ville, Ellie se battait pour chaque respiration. Et quelque part entre ces deux points, James Harrington était assis au centre d'une toile tissée depuis 17 ans. Je ne risquerai pas que les soins d'Ellie deviennent une bataille d'entreprise, dit fermement William. Vous n'aurez pas à le faire, promit Emma, car nous allons donner à Harrington exactement ce qu'il veut et l'utiliser contre lui. 3 jours plus tard, Emma se tenait aux côtés de William dans la chambre d'hôpital d'Ellie alors que le docteur Elizabeth Shen, la fille du médecin qui avait traité Caroline des années auparavant, leur annonçait une nouvelle dévastatrice. Le dernier scanner montre une progression malgré le traitement préliminaire, expliqua doucement le docteur Shen. Sans une participation complète à l'essai, y compris les composants d'immunothérapie personnalisée. Elle n'eut pas besoin de finir. William agrippa la barrière du lit, les jointures blanches. Combien de temps? Des semaines, peut-être un mois, répondit le docteur Shen, son sang-froid professionnel se fissurant légèrement. Je suis vraiment désolé, William. Si nous pouvions contourner les restrictions de financement? Je comprends, l'interrompit William. Merci, Elizabeth. Après le départ du médecin, Ellie s'agita dans son sommeil médicamenteux. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? William se força à sourire. Rien, ma chérie. Juste une discussion sur les options. Le regard d'Ellie, vif malgré son état, se tourna vers Emma. La vérité, s'il vous plaît. Je suis en train de mourir de toute façon. Autant être informé. Emma jeta un coup d'œil à William, qui hocha la tête presque imperceptiblement. Le traitement est au point mort, expliqua Emma en s'asseyant à côté d'Ellie, des complications financières. Ellie absorba cela avec un calme remarquable. Harrington? Oui,
admit William. Alors transférez-moi à la Mayo, dit Ellie d'un ton décidé. C'est ce qu'il veut, n'est-ce pas? Son plan de traitement préféré. William parut atterré. Ellie, les taux de réussite sont sans importance si je ne peux pas accéder à l'essai de Princeton, termina-t-elle. Je suis en école de commerce, papa. Je comprends ce que c'est que de mobiliser des actifs. Sa tentative de sourire ironique brisa le cœur d'Emma. Dans ce cas, moi. Plus tard, dans le couloir, William s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Elle sacrifie sa meilleure chance pour résoudre mon conflit professionnel, dit-il d'une voix rauque. Je ne peux pas la laisser faire ça. Emma s'assit à côté de lui. Ce n'est peut-être pas un sacrifice. C'est peut-être une stratégie. William leva les yeux, une lueur d'espoir désespéré vacillant. Explique. Harrington veut le contrôle sur le traitement d'Ellie, sur l'entreprise, sur l'héritage de Caroline, raisonna Emma. Et si on le laissait croire qu'il a gagné? Le transfert à la Mayo nous donne du temps. Mes sœurs et moi avons fait des recherches sur les statuts de Reynolds Financial. Il y a une clause pour une action d'urgence des actionnaires dans des conditions spécifiques. La clause des fondateurs, hocha la tête William. Mais elle nécessite l'approbation des 3/4 des actionnaires dans les 72 heures. Impossible à organiser si rapidement. Sauf si, rétorqua Emma, ces actionnaires sont déjà réunis pour un autre événement, comme le gala de charité annuel de la semaine prochaine. L'expression de William passa du désespoir au calcul. L'événement que Caroline a lancé. Tous les principaux actionnaires y assistent par tradition. Exactement, confirma Emma. Nous donnons à Harrington sa victoire publique avec le transfert d'Ellie, puis nous utilisons le gala pour déclencher la clause et vous réintégrer. Ça pourrait marcher, admit William. Mais le transfert d'Ellie à la Mayo n'est pas seulement une stratégie. C'est sa vie. L'essai de la Mayo est bon, mais le protocole de Princeton reste sa meilleure chance, termina Emma. C'est pourquoi nous ne la transférons pas réellement à la Mayo. William la dévisagea. Quoi? Sarah s'est coordonnée avec le Dr Shen, expliqua Emma. Il y a un moyen de transférer officiellement Ellie tout en la maintenant sur une version modifiée du protocole de Princeton, déguisée en préparation pour la Mayo. Ça nous achète la semaine dont nous avons besoin. Pour la première fois depuis des jours, un véritable espoir illumina les yeux de William. C'est brillant. C'est risqué, avertit Emma. Si Harrington découvre la supercherie avant le vote des actionnaires, il ne le découvrira pas, dit fermement William. Parce que je vais lui donner exactement ce qu'il a toujours voulu, une reconnaissance publique de son importance pour Caroline. L'expression de William se durcit de résolution. Je vais dire au monde entier que James Harrington était l'homme qui a sauvé la vie de ma femme il y a 17 ans. La grande salle de bal de l'hôtel Hartford Plaza scintillait de lustre en cristal et du charme calculé des nantis. Le gala de charité annuel du groupe Reynolds Financial, établi par Caroline Reynolds 18 ans plus tôt, s'était transformé d'une modeste collecte de fonds en l'événement social le plus prisé du Connecticut. Sarah et Olivia, vêtues de robes empruntées, flanquaient l'entrée, vérifiant les invitations des invités par rapport à leur liste d'actionnaires de Reynolds Financial. Emma était restée à l'hôpital avec Ellie, surveillant son état tout en se coordonnant avec elle par SMS. Harrington vient d'arriver, murmura Olivia dans son micro dissimulé, avec des renforts. William, resplendissant dans un smoking qui ne parvenait pas tout à fait à cacher son épuisement, hocha la tête presque imperceptiblement de l'autre côté de la salle, où il discutait avec des membres du conseil. Le plan était en marche. Plus tôt dans la journée, William avait tenu une conférence de presse annonçant le transfert d'Ellie au programme expérimental de la Mayo Clinic, grâce au conseil de mon conseiller de confiance et ami, James Harrington. La presse économique s'était régalée de l'histoire. William Reynolds, PDG mis sur la touche, soutenant publiquement la décision du conseil et créditant Harrington d'avoir sauvé sa fille. Harrington avait accepté la victoire avec une humilité bien rodée, se rendant même dans la chambre d'hôpital d'Ellie pour discuter du transfert à la Mayo, prévu pour le lendemain matin. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Ellie restait secrètement inscrite à une version modifiée de l'essai de Princeton, ni que le gala de ce soir, apparemment conciliant, était en réalité une embuscade. « Tout est en place ?» demanda doucement William en passant devant Sarah. « Oui, confirma-t-elle. 71% des actionnaires présents. Il nous manque juste 4%. William hocha la tête. « Marga,
Maman a insisté pour venir. Elle est à l'entrée de service avec Emma maintenant. L'orchestre entama un nouveau morceau alors que James Harrington se dirigeait vers le podium. En tant que PDG par intérim, il devait prononcer le discours d'ouverture traditionnel et présenter le don annuel de la Fondation à la recherche médicale. Chers invités, commença Harrington, sa confiance évidente. Depuis 18 ans, la Fondation Shen représente l'engagement de Reynolds Financial dans la lutte contre les maladies qui touchent nos vies à tous. Ce soir, cette mission a une résonance particulière pour nous tous. Alors qu'Harrington continuait, Sarah remarqua une agitation à l'entrée. Emma était arrivée, aidant leur mère à entrer dans la salle de bal. Margaret Mitchell avait l'air fragile mais déterminée, son uniforme d'infirmière remplacé par une simple robe bleue. « Que se passe-t-il » chuchota Sarah d'urgence dans son microphone. Maman est censée attendre le signal. Changement de plan, crépita la voix d'Emma. Ellie a trouvé quelque chose. On doit agir maintenant. De l'autre côté de la salle, William vit Margaret entrer et se crispa visiblement. Ce n'était pas le plan. Harrington parlait encore, se dirigeant vers l'annonce du lauréat de la subvention de cette année, la division de recherche sur le lymphome de la Mayo Clinic. Un geste calculé pour justifier le transfert d'Ellie. Puis Margaret Mitchell fit quelque chose que personne n'attendait. Elle se dirigea directement vers la scène, Emma soutenant son coude. « James », dit clairement Margaret, sa voix perçant le silence stupéfait. « Il est temps de dire la vérité. » Harrington se figea, la reconnaissance puis la peur envahissant ses traits. « Margaret, qu'est-ce que tu... » Il y a 17 ans, poursuivit-elle, s'adressant au public confus, Caroline Reynolds était mourante. Son mari, William, cumulait 3 emplois pour payer des traitements expérimentaux, et James Harrington, leur plus cher ami, a promis de l'aider. William se dirigea vers la scène, la confusion évidente. Cela ne faisait pas partie de leur stratégie pour déclencher la clause des fondateurs. La collecte de fonds qui a sauvé la vie de Caroline n'a pas été organisée par moi, continua Margaret. Elle a été organisée par James. Il a récolté presque chaque dollar, a travaillé sans relâche pour nous mettre en contact avec des spécialistes, mais il m'a fait promettre de ne jamais le dire à William ou à Caroline. Il a dit que la seule chose qui comptait était de lui sauver la vie. Des murmures se répandirent dans la salle de bal tandis que les actionnaires échangeaient des regards. Harrington se tenait paralysé sur le podium. Ce que Margaret ne sait pas, ajouta Emma en s'avançant, c'est pourquoi James a exigé le secret. Nous avons trouvé les journaux de Caroline dans les affaires d'Ellie. Elle brandit un livre relié en cuir. Caroline savait, James. Elle a découvert ce que vous aviez fait, comment vous aviez aidé anonymement, et elle savait pourquoi. Emma ouvrit le journal à une page marquée. Elle lut, James m'aime trop pour me laisser partir, mais aime trop William pour se mettre entre nous. Son sacrifice silencieux me brise le cœur, mais me donne la force de me battre. La salle de bal tomba dans un silence complet. William dévisagea Harrington, des décennies de malentendus s'effondrant entre eux. Tu ne t'es pas opposé au traitement qui a finalement échoué pour Caroline, réalisa William à voix haute. Tu t'en es voulu de ne pas avoir trouvé quelque chose de mieux. Le sang-froid d'Harrington céda enfin. Je lui avais promis que je vous protégerais toujours tous les deux. Quand Ellie est tombée malade du même cancer, je ne pouvais pas te laisser faire les mêmes choix. Je ne pouvais pas te voir souffrir cette perte à nouveau. Le protocole de la Mayo est plus sûr, testa William. Mais ce n'est pas ce qu'Ellie veut, rétorqua doucement William. Et ce n'était pas ta décision. Ni il y a 17 ans, ni maintenant. Margaret s'avança, son autorité d'infirmière évidente malgré sa faiblesse. Caroline vous chérissait tous les deux. Elle n'aurait pas voulu de cette dispute. Alors que la vérité se répandait parmi les actionnaires rassemblés, Sarah fit signe au secrétaire du conseil. Nous avons 83%, chuchota-t-elle. La clause des fondateurs peut être invoquée. Mais William leva la main, l'arrêtant. Non. Il y a une meilleure façon. Il se dirigea vers le podium, se tenant épaule contre épaule avec l'homme qui avait été à la fois son plus grand ami et son adversaire le plus déterminé. Ce soir, annonça William, Reynolds Financial se réengage envers son principe fondateur, que les affaires servent l'humanité, et non l'inverse. James et moi co-présiderons la Fondation Shen, dirigeant toutes les ressources nécessaires vers les protocoles de Princeton et de la Mayo. Il se tourna vers Harrington. Caroline aurait voulu que nous travaillions ensemble. Pour Ellie. Pour toutes les familles confrontées à ce que nous avons affronté.
La résistance d'Harrington s'effondra alors que des décennies de culpabilité, d'amour et de rivalité s'effondraient dans ce moment de vérité. Le Conseil vote demain sur ta réintégration, dit-il doucement. Je la soutiendrai. Alors que les applaudissements remplissaient la salle de bal, le téléphone de William vibra. Un texto du Dr Chen, réponse initiale au protocole modifié prometteuse. Ellie demande son père et ses nouvelles amies. La lumière du soleil hivernal filtrait à travers les fenêtres de l'aile de rééducation de l'hôpital du comté tandis que Margaret Mitchell faisait des pas hésitants entre des barres parallèles, ses filles l'encourageant de part et d'autre. « C'est ça, maman » l'exhorta Emma. « Encore 3 pas. » « Je ne suis pas une invalide » grommela Margaret, bien que son sourire fier trahisse son plaisir de leur attention. De l'autre côté du gymnase de rééducation, Ellie Reynolds travaillait avec son propre kinésithérapeute, reconstruisant sa force après 2 mois de traitement intensif. Bien que toujours mince, la couleur était revenue sur ses joues et les récents scanners montraient une amélioration remarquable. William entra, portant des tasses de café pour les adultes et du chocolat chaud pour Ellie. Les 6 dernières semaines l'avaient transformé, toujours le PDG autoritaire qui avait été réintégré à l'unanimité par le Conseil, mais plus doux en quelque sorte, les angles vifs polis par la crise et la rédemption. « Margaret, tu marches » s'exclama-t-il. « Bien sûr que je marche » rétorqua-t-elle. « Je ne vais pas laisser ta fille me surpasser. » La camaraderie facile entre les familles s'était développée naturellement au cours de leur guérison parallèle. La révélation de Margaret au gala avait non seulement guéri la rupture entre William et Harrington, mais avait également ouvert un espace pour d'autres vérités. « Le médecin dit que je peux retourner au travail la semaine prochaine », annonça Margaret. « À temps partiel. » Les sœurs Mitchell échangèrent un regard. « À ce sujet » commença prudemment Emma. « Nous avons discuté ?»« Comploté, tu veux dire ?» l'interrompit Margaret. « Je reconnais ce regard. » Sarah rit. « Nous pensons qu'il est temps que tu arrêtes de nettoyer des maisons. » « Et que je fasse quoi ? M'asseoir à regarder des jeux télévisés toute la journée ? Non merci. » « En fait, » intervint William, « j'ai eu une idée à ce sujet. La Fondation Chen a besoin d'un directeur exécutif. Quelqu'un avec des connaissances médicales, de la compassion et aucune tolérance pour les absurdités. » Margaret cligna des yeux, surprise. « Moi ? Diriger une fondation de plusieurs millions de dollars ? Je suis infirmière, Willy, pas administratrice. » « Tu es la femme qui a coordonné des soins impossibles pour des inconnus, rétorqua William. « Qui a élevé seule 3 filles remarquables, qui a navigué dans le système médical mieux que n'importe quel professionnel que j'ai jamais rencontré. Et, ajouta Ellie en s'approchant dans son fauteuil roulant, tu es la seule personne, à part papa, qui ne me traite pas comme si j'allais me briser. » Les yeux de Margaret brillèrent. « J'aurais besoin d'aide. »« C'est là que nous intervenons, » dit Emma. La fondation serait aussi leur priorité. Les sœurs Mitchell avaient découvert leurs forces uniques pendant la crise. La pensée stratégique d'Emma, l'empathie et les compétences en communication de Sarah, la détermination féroce d'Olivia. Ensemble, avec William et un Harrington nouvellement coopératif, elles avaient non seulement sauvé l'accès d'Ellie au traitement, mais avaient étendu la portée de la fondation à des dizaines d'autres familles confrontées à des situations similaires. Une entreprise familiale, songea William. Caroline aurait adoré ça. Plus tard, alors que Margaret se reposait et que les sœurs rassemblaient leurs affaires, William prit Emma à part. « Il y a autre chose dont je voulais discuter avec vous. Avec vous toutes, en fait. » Il les conduisit à la cafétéria de l'hôpital où James Harrington attendait, l'air à la fois nerveux et déterminé. « Le conseil a approuvé une nouvelle division », expliqua William. « Reynolds Compassionate Care, qui fournira des services de navigation financière aux patients confrontés à une maladie catastrophique. Nous voulons que vous la dirigiez toutes les 3. À partir de maintenant, ajouta Harrington. Les sœurs restèrent bouche bée. Mais nous n'avons pas de diplôme en commerce, protesta Sarah. Votre formation pourra être complétée pendant que vous travaillez, assura William. L'entreprise couvrira les frais de scolarité. Pourquoi nous ? Demanda Olivia sans détour. Harrington sourit avec ironie. Parce que vous 3 avez accompli en une semaine ce que William et moi n'avons pas réussi en 17 ans. Vous nous avez rappelé la raison d'être de Reynolds Financial. Caroline croyait que les affaires pouvaient être une force pour le bien, continua William. Vous 3 l'avez prouvé. Alors que les sœurs considéraient cette opportunité qui allait changer leur vie,
Ellie envoya un texto depuis sa séance de thérapie, « Quoi que papa vous propose, dites oui. Croyez-moi. » Emma rit en montrant le message à ses sœurs. « Je crois qu'on se fait manager par une jeune de 22 ans. » Une très sage jeune de 22 ans, corrigea William. « Alors, qu'en dites-vous » Les triplés Mitchell échangèrent un regard, cette communication silencieuse affinée par des années à affronter le monde ensemble. « Nous disons oui, » répondit Emma pour elles toutes. « Mais à une condition. »« Laquelle » répondirent William et Harrington simultanément. Emma sourit. « Notre mère a le dernier mot sur toutes les décisions politiques. Elle navigue dans ce système défaillant depuis des décennies. Son expérience compte. » William tendit la main. Marché conclu. Alors qu'ils scellaient l'accord, Emma réfléchit à la transformation complète de leur vie en seulement 8 semaines, de la difficulté à payer le loyer à la direction d'une division d'entreprise, d'inconnu à une famille. Dehors, la première neige de décembre commençait à tomber, recouvrant Hartford d'un blanc immaculé. À l'autre bout de la ville, la tour Reynolds Financial se dressait, illuminée contre le ciel qui s'assombrissait, ses derniers étages dessinant la forme d'un cœur, le nouveau logo de l'entreprise dévoilé au gala. « Vous savez, » dit doucement Sarah, « quand nous avons pris le travail de nettoyage de maman ce jour-là, je n'aurais jamais imaginé. »« C'est ça, la vie, » répondit William, regardant Ellie rire avec son thérapeute. « Parfois, les portes les plus importantes ressemblent à de simples placards à balai ou à des chambres d'hôpital, ajouta Olivia, ou à des salles de conseil, contribua Harrington. La question, conclut Emma, est de savoir si nous sommes assez courageux pour les franchir quand elles apparaissent. Comme en réponse, l'interphone de l'hôpital annonça la fin des heures de visite. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités, de nouvelles portes à franchir. Ensemble. 1 an plus tard, la neige recouvrait le chalet de la famille Mitchell dans les Berkshires, un cadeau de Noël de William après que le succès de Reynolds Compassionate Care eut dépassé toutes les attentes. À l'intérieur, un feu crépitait dans la cheminée en pierre tandis que Margaret accrochait le dernier ornement sur le grand sapin. « Parfait », déclara-t-elle en reculant pour admirer leur travail. La grande pièce du chalet bourdonnait d'activité. Sarah disposait des cadeaux pendant qu'Olivia se disputait de bonne humeur avec Harrington sur les plans d'expansion de la nouvelle initiative de la fondation. Emma et William étaient assis à la table rustique, examinant les rapports de fin d'année. 1200 familles aidées, nota Emma. 4 fois notre projection initiale. William hocha la tête, l'argent de ses cheveux captant la lumière du feu. Caroline disait toujours qu'un acte de gentillesse crée des ondes que nous ne pouvons imaginer. La porte s'ouvrit brusquement, apportant un tourbillon de flocons de neige et le rire d'Ellie. « C'est magnifique dehors », s'exclama-t-elle, les joues rougies par la santé alors qu'elle ôtait son manteau. Le traitement expérimental avait fonctionné mieux que quiconque n'osait l'espérer, son cancer étant en rémission complète depuis 6 mois. « Quelqu'un a faim ?» cria le docteur Elizabeth Chen depuis la cuisine, où elle préparait le dîner avec son nouveau mari, Lawrence, l'ancien assistant de William. Leur famille élargie s'était agrandie organiquement au fil des mois. William et Margaret, les triplés Mitchell, Ellie, Harrington, Elizabeth et Lawrence, et même Vivian, qui était finalement devenue l'une des bénévoles les plus dévouées de la fondation. « Avant de manger, » annonça William, « j'ai quelque chose à partager. » Il sortit un vieux portefeuille en cuir de sa mallette. « En rangeant mon bureau à la maison la semaine dernière, j'ai trouvé les notes originales de Caroline pour la fondation Chen. » La pièce se tut tandis qu'il dépliait doucement des papiers jaunis. La dernière page était une lettre que je n'avais jamais vue, continua William, la voix étranglée par l'émotion. Datée de 3 jours avant sa mort. Il commença à lire. « Mon très cher William, quand tu trouveras ceci, je serai parti. Mais ce que nous avons construit ensemble restera. La fondation ne concerne pas seulement la recherche médicale. Il s'agit de reconnaître comment les vies s'entrecroisent de manière que nous n'anticipons jamais. L'infirmière qui nous a aidés, Margaret Mitchell, incarne cette vérité. Sa compassion nous a sauvés 2 fois. D'abord par la collecte de fonds qu'elle a facilitée, et de nouveau lorsqu'elle a donné son groupe sanguin rare lors de mon opération d'urgence. » William marqua une pause, ses mains tremblant. Margaret eut un hoquet de surprise. « Ce que Margaret ne sait pas, » continua William à lire, « c'est que son don a fait plus que me sauver la vie temporairement. Des tests ont montré que son sang contient un profil d'anticorps unique, le même que nos chercheurs étudient pour des traitements d'immunothérapie potentiels.
J'ai pris des dispositions pour que son échantillon soit conservé dans notre base de données de recherche sous le nom de code Phoenix. La pièce tomba dans un silence total alors que les implications se faisaient jour. Vous êtes en train de dire? Commença Emma. William leva les yeux, des larmes coulant librement. L'essai de Princeton qui a sauvé la vie d'Ellie. Le protocole d'immunothérapie? Il a été développé en utilisant le don de sang de Margaret d'il y a 17 ans comme modèle de base. La main de Margaret vola à sa bouche. Je n'ai jamais su que le don était spécial. Ils ont juste dit que Caroline avait besoin d'un groupe sanguin rare. Que vous partagiez, termina William. Vos cellules sanguines ont aidé à créer le traitement qui a finalement sauvé la vie de ma fille. La famille Mitchell nous a sauvés 2 fois. Non, 3 fois, en comptant l'intervention de votre fille l'année dernière. Ellie se déplaça aux côtés de Margaret, lui prenant la main. Ma vie existe grâce à vous. 2 fois. Ce n'est pas tout, ajouta doucement Elizabeth. Le profil d'anticorps dans le sang de Margaret, nous avons isolé ce qui le rend unique. Le nouveau protocole de traitement que nous développons pourrait aider des milliers de personnes. Harrington, qui était resté inhabituellement silencieux, prit enfin la parole. Caroline savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait que vos chemins se croiseraient à nouveau. C'est pourquoi elle m'a fait promettre d'embaucher toute Mitchell qui postulerait un jour à un poste chez Reynolds Financial, admit William. Je n'avais jamais fait le lien jusqu'à maintenant. Alors que les implications s'installaient sur la famille rassemblée, Sarah essuya ses larmes. Maman disait toujours, il n'y a pas de coïncidence, seulement des schémas que nous n'avons pas encore reconnus. Dehors, la neige continuait de tomber, chaque cristal unique faisant partie d'un motif plus vaste. À l'intérieur, ces anciens étrangers, maintenant une famille, incarnaient la vérité des mots de Sarah. Après le dîner, alors qu'ils se rassemblaient autour du feu avec des tasses de chocolat chaud, William leva sa tasse. À 2 schémas. À 2 secondes chances, ajouta Harrington. À 2 familles, dirent les triplés Mitchell à l'unisson. Margaret, assise à la place d'honneur, sourit à l'assemblée. À 2 miracles ordinaires, offrit-elle, du genre de ceux qui se produisent chaque jour quand on choisit la gentillesse. Plus tard, alors que minuit approchait et que la plupart s'étaient retirés dans leur chambre, Emma trouva William sur le porche, regardant la neige tomber. « Vous saviez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle doucement. « Pour le sang de maman. » Avant de trouver la lettre de Caroline. William hocha lentement la tête. « Je le soupçonnais. La chronologie correspondait trop parfaitement, mais la lettre l'a confirmé. Pourquoi ne nous l'avez-vous pas dit tout de suite ? Certains cadeaux ont besoin du bon moment, répondit-il simplement. Margaret a donné sans attente de retour. Cela méritait d'être honoré correctement. Emma réfléchit à cela. Les plus grands cadeaux viennent souvent de sources improbables. Et à des moments inattendus. C'est exact, convint William, comme 3 jeunes femmes identiques se présentant pour nettoyer ma maison. Ils restèrent dans un silence complice, regardant la neige transformer le monde en quelque chose de nouveau et de pur. Vous savez, dit finalement Emma, nous essayons juste de l'empêcher de perdre un client. William sourit. Et au lieu de cela, vous avez trouvé votre but, votre avenir. Plus que ça, corrigea doucement Emma. Nous avons trouvé notre passé. Le lien qui a toujours été là, attendant d'être découvert. De l'intérieur parvenaient les sons doux d'Ellie jouant du piano, le nocturne préféré de Caroline, que Sarah lui avait appris. La vie n'est pas linéaire, réfléchit William. C'est plus comme de la musique. Des thèmes qui se répètent, des motifs qui reviennent quand on s'y attend le moins. En parlant d'inattendu, dit Emma, maman a mentionné que vous passiez beaucoup de temps ensemble en dehors du travail de la fondation. L'expression de William s'adoucit. Margaret comprend la perte d'une manière que peu de gens comprennent. Et elle me rappelle de regarder vers l'avant, pas en arrière. Elle mérite le bonheur, dit Emma. Vous 2 le méritez. Comme si elle était invoquée par leur conversation, Margaret apparut sur le seuil. Il gèle ici dehors. Rentrez avant d'attraper la mort. Son ton d'infirmière les fit tous 2 rire et obéir immédiatement. À l'intérieur, entourée par la famille que le destin avait assemblée à travers des circonstances extraordinaires, Margaret Mitchell, autrefois une mère célibataire en difficulté, maintenant le cœur de 2 familles entrelacées, leva sa tasse pour un dernier toast. Au jour du nettoyage, dit-elle avec un clin d'œil. William lui prit la main, son expression sereine. Le jour où tout a changé. Non,
corrigea doucement Margaret. Le jour où tout s'est enfin mis en place. Dehors, la première lueur du matin de Noël toucha le ciel oriental, promettant, comme tous les nouveaux jours, que les plus grands cadeaux arrivent souvent dans les moments les plus ordinaires, emballés non pas dans du papier, mais dans des possibilités.